donc voilà, une première question d'Anne-Marie Veiten, qui vous remercie effectivement pour la présentation. Et comme vous en avez parlé, est-ce que vous avez pu estimer le carbone capté justement par les nouveaux sols mis en place? Alors, non, pas pour l'instant, justement. Alors, là, la filière, enfin, ce qu'on a essayé de mettre en place est assez nouveau, c'est-à-dire que ça nous a pris beaucoup de temps, hein, 5 ans pour juste faire cette architecture et la mise en place de ces éléments. Ça, c'est la prochaine étape, c'est-à-dire mettre des mesures et arrêter de parler, on va dire, en général, et mettre des vrais systèmes de métriques, voilà, des systèmes de métriques sur cette question du carbone, pour voir si, des fois, on peut penser bien faire et puis on ne fait pas bien non plus, hein, ça arrive. C'est un peu l'image du parc Blandan où on fait un parc assez écologique, mais en fait, on ne regarde pas la question carbone. La question carbone est essentielle. Et la décarbonisation des métropoles est hyper dure. On sait qu'on est 10 fois au-dessus de l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'il faut modifier nos règles de vie, mais à une version énorme, et qui me paraît très, très difficile à faire. Donc, en tout cas, c'est l'objectif du futur, la suite de l'accord 4, c'est d'essayer de regarder comment on peut mesurer ces questions carbone. En tout cas, à l'agence, ça devient un des sujets majeurs, parce que pour l'instant, je vous le dis franchement, et je suis très décomplexé de ça, parce qu'on est paysagiste, on ne nous demande pas beaucoup de comptes là-dessus, parce qu'on plante des arbres, et donc les arbres, ça compense le carbone, et tout va bien, sauf qu'en fait, juste le transport des arbres pour arriver dans les projets, je pense que le bilan carbone de l'arbre est déjà complètement obsolète. Et donc, à nous de mettre ça en place, et c'est la prochaine étape, justement. Mais on se dit quand même, si on capte des matériaux, ils ne partent pas en décharge, et on les mature, et on fait les choses intelligemment aux bons endroits, normalement, on se dit, forcément, le bilan carbone est un peu plus faible, notamment juste par rapport à la circulation. Et si on produit plus de fertilité, et d'une bonne fertilité, c'est-à-dire avec des vrais organismes vivants dans le sol, et pas des sols éteints, comme on le voit et comme on nous propose souvent aussi quand on fait des projets de paysage, un des grands capteurs du carbone, c'est le sol. Et c'est les organismes vivants du sol, c'est les champignons, c'est tout ce travail de fond. Donc, il faut proposer des sols vivants. Et ça, ce sont des forts puits à carbone qui fonctionnent avec notamment les arbres et qui favorisent un très bon développement des arbres. Donc, un très bon sol permet un très bon développement qui permet une bonne captation. Très bien. Et par rapport au démonstrateur dont tu parlais, Ouais. il est déjà en place pour le moment. Et est-ce que j'ai justement pas l'occasion d'envisager de quantifier un peu plus tous ces bénéfices en termes d'externalités positives au lieu d'externalités négatives? Exactement. Ouais, exactement. C'est-à-dire, alors, il n'a été pas évident à mettre en place parce que c'est toujours long, le modèle un peu économique. Donc, on a une société qui s'appelle Valterra, qui est spécialiste en mélange de sols atypiques, notamment en sites pollués, qui, pour effectivement, les bouts de papeterie, le papetier, normalement, prend ces bouts et les met en décharge, et donc les capte. On a la société forestière qui est justement sur ce projet. La Société forestière, c'est une émanation de la Caisse des dépôts en France, c'est-à-dire un grand organisme quasiment étatique, et qui gère tous les boisements plutôt privés français. Quand on veut faire gérer un boisement, on peut le faire par la Société forestière, et qui s'intéresse maintenant de près à des tènements plus publics, plus proches des villes, sur lesquels ils pourraient rentrer dans le commerce un peu de la biomasse ou autre. Et c'est eux qui ont répondu, qu'on a marié finalement avec Valterra lors de réunions, parce que le projet n'existait pas, c'est nous qui avons monté ce projet-là. Et l'idée, c'est qu'effectivement, avec ces acteurs particuliers, on puisse, sur cette lone de pierre bénite que vous voyez ici, mettre en place toute une série d'indicateurs, et notamment sans doute carbone. Voilà. Donc, on a déjà eu du mal à arriver au modèle économique qui fonctionne, ça y est. Donc maintenant, il faut passer dans les mesures, et c'est une excellente remarque parce que il faut avoir une quantité, un quantitatif pour vraiment savoir ce qu'on fait. Ok. Et dans ce rôle de pionnier que vous avez, est-ce que quelque part ça
ça transparaît? Est-ce que ça remonte? Ici, vous avez parlé de la Lyon Métropole qui est à l'avant-garde de la réflexion. Est-ce que vous savez si au niveau de l'État français, ce genre d'expérience est regardé et peut inspirer d'autres types d'expériences, ou bien est-ce que ça reste encore très, je veux dire, très confiné, sans mauvais jeu de mots, Oui. en parlant de la gestion? Bah, alors, c'est très confiné peut-être parce que ça a été toute une aventure quand même pour porter ces éléments-là parce que naïvement, on rentrait dans cette intervention de la filière, mais bien sûr, on rentre dans des logiques économiques très très fortes, de terrassier, je vous l'ai dit, et puis de disponibilité de terrain, de règlement, de prévention des risques. Bon. Donc, ça a mis du temps, donc on a peu communiqué là-dessus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une révision du plan de prévention des risques technologiques qui est en cours, qui devait être adopté il y a quelques mois et qui a échoué pour des raisons de recours, mais recours classiques, voilà, Mhm. par rapport au reste. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient pris en compte dans le plan de prévention des risques technologiques la valeur de paysage productif. C'était devenu un élément du plan de prévention des risques technologiques comme un élément possiblement faisable dans ces typologies de terrain qui sont soumis à l'explosion ou pas. Donc, c'est-à-dire que l'État, quelque part, validait ce paysage de transition de manière officielle. Et ça, c'était presque une petite victoire parce qu'on se dit, bah, là, il y a là où on est très caricatural souvent sur le on a le droit, on n'a pas le droit. Où on met en attente, on délaisse et on regarde et on laisse faire. Alors la nature reprend ses droits, bien sûr, là-dessus, mais là, on intervient, enfin, on ramène une dimension plus intermédiaire et qui est pas très française en tout cas sur les dispositifs. Et je trouvais ça assez intéressant. Donc, ça me donne beaucoup d'espoir pour que on puisse justement faire de la transition grâce à ces systèmes de paysage ou autres et au niveau État. Très bien. Alors, une question, je pense que Henri Allen voudrait bien poser. Henri, si tu veux la poser en direct, je rallume ton micro. Voilà. Oui, Henri, on t'écoute. Non. Henri, tu ne trouves pas ton micro, apparemment. Bon, je vais la poser à sa place. Donc, la question de Henri Allen était justement de savoir qu'est-ce qui a poussé à définir un concept de terre fertile. Y a-t-il une plus-value par rapport aux termes réglementaires de terre végétale et est-il sous-entendu par des critères de qualité biologique traduisant la fertilité? Ouais, en fait, alors, il y a deux. Cette idée, elle est venue, on ne savait pas trop quoi faire sur la vallée de Chémy en termes de paysage. Mhm, Et ensuite, l'idée, elle est venue effectivement en plus du constat de la ressource et du prix des terres. Les prix des terres augmentent, je vous l'ai dit, et mhm. plus le prix des terres augmente, moins ça permet de mettre cet argent dans d'autres, notamment dans des usages, des aires de jeu ou je ne sais pas quoi. Donc, on s'est dit, oulala, il faut s'intéresser à ça. L'autre élément, c'est que les terres fertiles, c'est un vaste foutoir. Et je le dis vraiment. On n'arrête pas, nous, dans nos cahiers de prescription, de faire des préconisations ultra sélectes, mais on n'a jamais la terre. Les projets, c'est un temps, c'est un timing, c'est un planning de disponibilité. Les entreprises qui nous trouvent la terre, elles le font à l'opportunité. Et donc, rarification de la demande, bilan carbone catastrophique, terrain qui arrive avec des éléments chimiques à l'intérieur, hein, parce que tout ça est capté dans des terrains qui ont été pollués par les entrants chimiques de manière forte. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit tellement bio sur nos projets de paysage, réellement, mais ça, on n'en parle pas vraiment, mais quand même, plus pollution des graines qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire le nombre de fois où on a à se battre contre justement toutes les plantes qui arrivent de manière spontanée, parce qu'on a bougé les terres et on essaie de faire des prairies, mais du coup on ne passe pas avec justement des produits qui détruisent les autres plantes. Donc c'est un peu le combat du quotidien. Donc il y a une dégradation finalement de la qualité des terres. L'autre élément, c'est qu'on s'est dit, on est un peu caricatural en terre, c'est-à-dire soit c'est pas fertile, soit c'est fertile et on refuse des terrains. Alors qu'on peut faire des projets de paysage avec des choses qui sont moins fertiles. Et ça marche très bien aussi. Et il faut regarder où est-ce qu'on met la qualité de fertilité et quelle qualité et sur quelle épaisseur. Et il faut mettre du discernement dans ce sujet-là.
Et donc, c'est toute l'idée un peu du projet, c'est-à-dire de proposer notamment une réserve de matériaux utilisables pour créer de la fertilité. Donc, ces limons qui sont stockés sous forme d'1 million de mètres cubes quand ils sont disponibles dans la vallée. On sait que pour les 20 prochaines années, on pourra puiser dans cette réserve comme une ressource. Et ça, ce n'est pas possible. Mais ces terrains de déclassement nous permettent de faire ça s'il y a besoin. Et ensuite, de proposer peut-être à des entreprises, ces entreprises-là qu'on a appelées Terre Fertile 2.0, ce groupement d'entreprises du paysage, une offre où eux, ils captent aussi des matériaux et puis ils revendent cette terre avec des mélanges très ciblés suivant les typologies de terrain, des choses comme ça, mais avec un label économie circulaire. On sait que les matériaux qu'on va acheter à cette entreprise, qui sont les majors du paysage, eh ben, déjà arrêtent de faire une spéculation, parce que c'est eux qui vont contrôler une partie des éléments, et puis ça permet de caler la qualité du sol au bon endroit, et d'arrêter de mettre des sols très fertiles en fond de fosse, ou à des lieux où on n'a pas vraiment besoin d'ultra-fertilité pour la réserver à d'autres. Voilà. Donc en fait, on cherche dans cette grande complexité des mouvements de terre, qui est très, très, très opaque et qui est spoliée par les terrassiers, pour justement arriver à caler les bons niveaux de qualité aux bons endroits. Voilà. Et sortir de ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire on prend de la terre végétale, on la met dans un trou et ça pousse. Très bien. Tu as abordé un aspect un peu plus technique, et j'aurais deux questions un peu plus techniques que je vais donner directement, qui était le fait d'avoir des graines non désirées au sein des terres. Mais une question où arrivait justement, c'était comment vous gérez les plantes invasives, justement, puisque dans le cadre de la ville de Liège, ils rencontrent assez bien de soucis par rapport à ça. C'était une première question un peu plus technique. Et la deuxième, c'était de savoir quelle était l'épaisseur de la terre apportée sur la dalle de parking pour la zone de mue, et comment est-ce que vous l'alimentez en eau, et où est-ce qu'il faut l'alimenter en eau. Voilà les deux questions un peu plus techniques. Oui, clairement. Eh ben, non, c'est une bonne question, effectivement. Alors, les plantes invasives, bah, c'est le combat. Alors, par justement cet apport de terre différent avec des limons profonds qui n'ont pas été exposés aux terres, qui sont une opportunité à Lyon, parce qu'on trouve ça, on ne trouverait pas ça partout, mais il y a d'autres matériaux qu'on peut venir mobiliser. Là, c'est spécifiquement lié à Lyon, mais il y aurait d'autres chaînes d'approvisionnement pour faire ces mélanges terreux qui pourraient être intéressantes ailleurs. En tout cas, il faudrait les cibler. Et donc, cette production de terre fertile, elle permet justement d'avoir des choses qui sont pas remplies de banques de graines. Mais par contre, il faut qu'on se méfie effectivement des apports de terre qui pourraient être pollués. Donc, il y a tout un protocole justement de diagnostic des terrains en amont pour voir s'ils ne sont pas pollués quand on fait effectivement ces mélanges. Alors, les plantes invasives, c'est un grand combat. On essaye, c'est dans nos prescriptions, c'est-à-dire il y a des fauchages alternatifs aux bonnes saisons. Notamment, le grand combat, c'est la question des prairies. Tout le monde adore les prairies, c'est super, mais faire une prairie en paysage, c'est une des choses les plus difficiles, après avoir fait une pelouse, qui est quelque chose d'assez difficile aussi maintenant à faire, parce qu'il fait de plus en plus chaud et c'est pas évident. Et réussir une bonne prairie, eh ben, il faut s'y prendre tôt, et plus on sème tôt, plus la prairie devient concurrentielle par rapport aux plantes invasives, et plus on y arrive. Si on loupe cette saison de semences, eh ben, les plantes invasives prennent le dessus, et là, c'est très compliqué, parce qu'à Lyon, on est, comme vous, en zéro phyto. Donc, c'est tout un protocole, finalement, de mise en place, de désherbage thermique, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, cette question de la fertilité par rapport à des technosols peut nous permettre de limiter, justement, ces transports de graines, et ça nous semblait intéressant. Ensuite, sur la station MU, justement, sur la partie ici, je vous remets une petite diapo. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrouté l'enrobé dessous. C'était comme là, on a décrouté l'enrobé juste. On a passé ensuite une herse un peu profonde pour venir casser la croûte de grave qui est dessous, pour qu'il y ait une sorte de perméabilité possible, pour qu'on ne se trouve pas avec une dalle réellement complètement inerte, et que peut-être les racines des arbres, à long terme, iraient explorer
ce sous-sol, mais elles ne sont pas folles. Elles vont essayer de rester, je pense, dans la partie qui est la plus intéressante, c'est-à-dire la partie horizontale. L'idée, justement, c'était de faire une méga fosse de plantation, c'est-à-dire une fosse, alors fosse commune, le mot n'est pas très beau, mais fosse partagée plutôt, une fosse partagée, où les racines font une solidarité globale et viennent s'entremêler le plus possible. Et donc, on a fait trois épaisseurs. On est à peu près sur 1 mètre, 1,20 m en moyenne, avec des horizons de 40 cm, avec du limon pur quasiment sur 40 cm au premier niveau, en dessous. Ensuite, un mélange un peu plus complexe, limon avec compost et matériaux terreux de Graves qu'on trouvait aussi sur le site. Et puis, un dernier horizon de 25 cm, qui est un horizon très fertile, dans lequel on met beaucoup de compost, un peu moins de limon, qui permet à la pelouse et aux prairies de s'installer. Et les pelouses et les prairies, enfin surtout la prairie, elle a un avantage énorme, c'est qu'elle a un système racinaire puissant qui vient dégrader, enfin mélanger les sols en dessous. Parce que quand on fait ça, en fait, on fait une greffe qui n'est pas évidente à prendre. Parce qu'il n'y a pas de vie dans ce sol qu'on vient d'importer. Et donc, il faut mélanger les horizons. Et il faut que les arbres s'y retrouvent là-dedans. Donc, on a eu un petit peu de mal au début parce que c'est un sol qui n'a pas été maturé. Donc ça, on l'a fait parce qu'on avait opportunité de le faire, de capter les matériaux. Mais les arbres ont eu du mal à s'installer réellement là-dedans, parce qu'il n'y avait pas de vers de terre, il n'y avait pas de vie. Ça y est, au bout de 2 ans, c'est fait. C'est pour ça qu'on a fait l'autre projet des andins, qui nous permet de maturer les sols en amont. C'est le même système, mais ça nous permet de les maturer plus en amont, sur des plus petites quantités. Et alors, pour la question de l'eau, c'était un grand sujet. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les limons, ils ont cet intérêt de capter l'eau. C'est pour ça que ça nous intéresse. C'est une réserve d'eau intéressante. Et c'est pour ça qu'on a chargé les fonds de fosse, enfin le fond de tout ça, de limon, un peu tassé même, pour essayer de faire une réserve hydrique de long terme. Et on a calé la palette végétale un peu en expérimentation pour voir quels arbres allaient être les plus intéressants pour se développer dans ce matériau par rapport au réchauffement climatique. Donc, on a beaucoup de diversité. Donc, c'est assez expérimental. C'est un suivi qu'on fait dans le développement racinaire avec la métropole. Mais dans l'idée, on ne sait pas où on va. Il y a beaucoup d'incertitudes. On sait qu'on va être plus chaud, mais avec des périodes aussi froides. Donc, ça va réduire le spectre des diversités végétales qu'on va avoir. Ça, il faut se le dire, et c'est comme ça, c'est pas très grave. Et du coup, mais on sait qu'avec ce sol dans lequel il y a possibilité de capter des eaux et de les garder, ces limons-là, on sait qu'on va avoir un sol qui peut être assez intéressant à regarder sur le long terme pour se préparer à un certain réchauffement climatique. Voilà. Ok. Tu parlais de maturation des sols. Justement, est-ce que les terres fertiles sur lesquelles vous travaillez peuvent être compatibles avec le développement d'agriculture urbaine, ou est-ce que les aspects normatifs ne le permettent pas? Alors, on n'a pas trop exploré encore ce sujet, mais on pourrait tout à fait le caler. C'est toujours ces mélanges de sols, on pourrait le caler pour qu'il y ait de la production dessus. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Dès lors qu'il y a eu les contrôles sanitaires de pollution en amont, il n'y a pas beaucoup de problèmes finalement pour qu'on puisse produire dessus et même produire de manière temporaire. On pourrait très bien faire cette structure pendant 10 ans et puis ensuite produire dessus. Et puis s'il y a un projet qui arrive dessus ou je ne sais pas quoi, laisser une partie en legs et prendre le reste pour le dispatcher dans des fosses de plantation pour planter les arbres. Donc, on est finalement, l'idée c'est de produire assez facilement un matériau qui pourrait être transportable, mais qui peut bouger finalement un petit peu. Et on ne sait pas finalement comment on va faire, on ne sait pas trop quel va être l'urbanisme non plus dans 20 à 30 à 40 ans. Je pense que toutes les règles d'urbanisme vont changer énormément. On ne peut pas continuer un comme ça et puis on n'est pas adapté globalement au réchauffement climatique. On le sait pertinemment. Donc, quel est le bon système? Est-ce qu'il faut planter, est-ce qu'il faut faire de la densité urbaine comme dans le sud de l'Europe et du coup réserver des grandes surfaces fertiles à côté, comme les grands parcs qu'on a à côté de Séville? Ou est-ce qu'il faut infiltrer au maximum ou faire les deux, c'est-à-dire infiltrer de la végétation dans les bâtiments et ainsi de suite? Ces figures vont énormément évoluer. Donc, on se dit, ce matériau va rebouger sans doute potentiellement, sauf des lieux un peu peut-être
sanctuaires comme celui-ci, cette forêt, ce bois qu'on peut avoir peut-être à l'entrée de ville. Très bien. Alors, tu vas aborder un autre élément enfin, qui est assez interpellant peut-être pour nous, parce qu'évidemment, les réglementations ne sont pas les mêmes. Tu nous expliquais que le fait d'avoir fait classer l'ensemble de la vallée en décharge avait facilité la gestion au niveau des déplacements de terre et des mouvements de terre. Ouais. Et il y a une question qui posait justement de savoir comment avait réagi la population, est-ce qu'il y a eu de la concertation, et au-delà de cet aspect anecdotique, est-ce qu'il y a eu une concertation avec les riverains sur votre projet? Comment ça s'est passé un petit peu les articulations avec les citoyens locaux? Si tu peux me dire en mots. Ouais, une bonne question. Alors, on n'a pas annoncé tous les réseaux sociaux qu'on avait classés à la veille de la chimie en grande décharge, parce que avec tous les gens qui habitent dedans, ça a été un peu compliqué, mais bon, peut-être, voilà. Mais bon, c'est l'image un peu d'Épinal de la décharge. En gros, ça ne change rien au quotidien des gens. C'est juste, voilà, normatif et puis et administratif pour avoir plus de facilité. Mais eux vivent dans un endroit déjà très contraint. Mais en tout cas, ça nous a permis, en fait, ce travail-là avec la métropole nous a permis un peu plus de légèreté. Je crois que dans la métropole du Grand Paris, ils ont exploré aussi ces situations pour tout le travail sur les terres, même si c'est une beaucoup plus grande échelle. En tout cas, ça pose ces questions de classement de territoire par rapport à un projet. Ensuite, alors on travaille quand même main dans la main avec les communes, plutôt sur place. Fézin, Saint-Fond, qui sont des communes, notamment Saint-Fond, qui est une commune qui est sans doute la plus pauvre de la métropole, assez compliquée, avec un taux et de chômage et de tas de choses assez bas, et qui ne tire pas tellement profit finalement de la vallée de la chimie. Alors il y a quelques emplois qui sont, mais les statistiques montrent qu'il y a peu d'interfaces, alors qu'elle est complètement exposée finalement à ça. Donc c'est pour ça que on s'est dit, il faut ramener peut-être enfin c'est le travail aussi de la métropole, et notamment Fabien qui s'occupe de ça à la métropole, c'est de voir comment on pouvait peut-être commencer à créer des ateliers avec des habitants pour ramener cette question de la fertilité dans le quotidien. Alors ça pourrait passer sur plante ton jardin, plante ton balcon, tout ça, mais ça, pour nous, ça passait déjà par cette analyse dont je vous parlais au début, par le CRBA, le Centre de botanique appliquée à Lyon, qui est à la pointe, on va dire, de la recherche des graines anciennes lyonnaises et des cultures lyonnaises du 19e siècle, notamment des légumes, qui ont une grande partie des légumes qu'on consomme en France, avant qu'ils soient tous transformés, venaient de la région lyonnaise. Il y avait beaucoup de mélanges, c'était une grande plateforme. Et toutes ces graines avaient plutôt disparu et ont été retrouvées dans un institut qui s'appelle l'Institut Vavilov à Saint-Pétersbourg, parce que Vavilov, ce monsieur, était venu faire un grand stage à Lyon et avait emporté toute la banque de graines et les avait cultivées à Saint-Pétersbourg. Et donc, il y a un partenariat assez intéressant à faire avec eux. Et l'intérêt du CRBA, c'est que on peut être refuge pour eux. C'est-à-dire, on peut prendre des graines, notamment des fraises, des choses comme ça, les cultiver. Et là, il y a une diversité incroyable. Et on a une petite formation et on redonne la moitié de notre production de graines au CRBA. Et donc, ça fait système comme ça. Et ça, on trouve que c'est une entrée, notamment dans la question de la reconquête de la fertilité, du paysage, de la production agricole, au niveau du quotidien des habitants, qui nous semble intéressante et est un bon levier pour les mobiliser sur une reprise en compte de leur territoire et de l'histoire de leur territoire, en disant il y a eu la chimie, elle est là, mais elle a pris la place d'une autre production qui était aussi extensive, fertile, de maraîchers, de roseraies. Mais il y a peut-être une piste là-dessus qui nous semble intéressante. Donc pour l'instant, on en est là. Mais sinon, on reste assez macro sur l'ensemble. Alors, il y a une remarque et une dernière question qui arrive. Une remarque qui était assez pertinente, je trouvais, c'était de voir comment, effectivement, je ne vais pas dire les vestiges, mais les traces industrielles de la vallée allaient pouvoir servir justement de prémisse d'une acclimatation des parcours pour la fraîcheur. Quand tu parlais de l'armature des allées industrielles, on voit comment Ouais. vous arrivez à mêler le réseau énergétique, votre feeder, mobilité douce et le paysage. Je trouvais que c'était assez intéressant, effectivement,
de voir comment même les infrastructures qui seraient tombées en désuétude ou qui ne seraient plus utilisées pouvaient encore apporter toute une série de nouveaux éléments essentiels pour une ville. Et tu as bien fait de le rappeler, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on aura besoin d'avoir des éléments de fraîcheur. Et si vous allez avoir le climat algérien ou algérois, Ouais, nous, ici à Liège, on va avoir le climat lyonnais, à peu près d'après ouais, mais on a les hâte, visions quoi, futures. Hmm. carrément. Bah, en gros, ça c'est un des grands sujets, c'est-à-dire on ne peut pas climater la ville partout. Il y a de la densité, il y a des choses, il y a des contraintes. Donc il faut sans doute faciliter l'accès à des lieux qui seraient plus refuges ou en tout cas ouvrir le champ de l'exploration de ces milieux et notamment de ces milieux naturels qui peuvent être aux portes des villes et qu'on ne regarde pas, dans lesquels voilà, je parlais de récits lyonnais, mais c'est ça, le sud de la vallée n'est qu'un échappatoire d'autoroute, sauf quand on y vit. Mais pour les gens qui sont dans le cœur de la métropole, au centre, personne n'y va. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de remettre en réseau ce paysage un peu mental. Et on se dit, ben, il y a un couple intéressant entre mobilité, plantation, fraîcheur. Faut se dire que toutes les voies avant étaient plantées il y a longtemps et étaient plantées pour faire de la fraîcheur pour les calèches. Voilà, c'est simple. Et après, il y a une raison esthétique, mais c'était pour faire de la fraîcheur. Et cette valeur-là, elle est très intéressante et elle nous semble, en tout cas, c'est ce qu'on développe à l'agence, toute une symbolique et puis et une opportunité de coupler des infrastructures entre elles pour ne pas reproduire avec la mobilité douce les écueils qu'on a eus avec les voitures. C'est-à-dire, ben, on coupe les arbres et on refait des réseaux de mobilité douce, mais qui ne sont qu'une ligne de goudron dans quelque chose et qui ne produisent pas une autre valeur. Et donc, voilà, c'est la vallée de la chimie et le territoire d'expérimentation pour nous de cette reconquête aussi. Très bien. Et alors, on a une question qui va un peu plus loin. Donc, au niveau de la gestion des eaux, donc tu montrais la façon d'absorber les eaux de pluie en Ouais. termes de gestion, mais un étudiant posait la question de savoir si l'aléa d'inondation, si l'inondabilité du Rhône et de la Saône était intervenue dans votre master plan. Est-ce que vous avez justement permis, comme on le voit dans certaines villes en Hollande, d'avoir des éléments où le fleuve va pouvoir reprendre son lit plus majeur, va pouvoir s'étendre pour justement préserver des parties urbaines. Est-ce que ça fait Ouais. partie aussi, j'imagine, de la réflexion? Alors, bah, bizarrement, ça ne fait pas partie de la réflexion parce qu'on l'a évacué assez vite, parce que le PPRI, le plan de prévention des inondations, cette fois, est assez contraint, mais il y a tellement de remblais, finalement, sur la vallée, que les industries se sont mis hors d'eau, finalement. Et je pense que le plan de prévention des inondations, c'est un peu calé aussi sur les desiderata industriels. Donc, je ne sais pas quelle inondation, voilà, mais en tout cas, on ne l'a pas spécialement pris en compte parce que c'est notamment les parcelles qu'on travaille beaucoup sont plutôt assez loin finalement du Rhône. Il y a beaucoup d'infrastructures entre les deux. Donc, ça n'a pas été un critère, en tout cas, mais ça aurait pu l'être. En tout cas, ce qui nous semble intéressant, on a un autre projet en parallèle qui est en Suisse, qui s'appelle la troisième correction du Rhône. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet qui est hallucinant, qui est entre le glacier du Rhône en amont du lac Léman et le début du lac Léman, dans tout le Valais suisse. Ils vont doubler la surface du Rhône x2. C'est-à-dire, ils vont l'ouvrir de manière naturelle x2. C'est-à-dire, c'est comme si là, ce que vous voyez, ben, c'est doublé à droite ou à gauche en prenant sur des terrains. Alors, quand il y a des industries, ben, là, ils surcreusent, mais quand il y a des champs un peu libres ou même des habitations ou de l'agriculture, ils étendent les choses. Donc, c'est un projet à 15 milliards d'euros qui a commencé sur une réflexion à cause des inondations, justement, qui ont été très fréquentes dans un début de réchauffement climatique dans le Valais suisse, et ils ne peuvent pas se permettre ça parce que de manière industrielle et de manière économique, ils sont très dépendants de ces vallées en Suisse, notamment dans les parties de montagne. Et donc, ils ont fait l'équation que s'ils laissaient les choses faire avec le réchauffement climatique, ils allaient avoir 25 millions ou 30 millions d'euros milliards de dégâts. Et s'ils faisaient ce projet sur le long terme d'ouverture plus écologique du Rhône, qui est un canal, il faut se le dire, le Rhône, c'est un canal, il y a très peu de systèmes vivants à l'intérieur, et notamment dans le Valais, c'est un canal de navigation, et ben, ils économisaient une quinzaine de milliards d'euros de dommages. Et donc, nous, on travaille sur justement le récit sur les 160 km
de l'appropriation pour les communes et pour l'ensemble des personnes des espaces publics et pour faire sens commun au niveau écologique et acclimatation, en faisant justement un travail notamment de recherche avec l'Université de Lausanne et Muriel de Labarre sur ce projet de recherche en disant travailler cette ouverture du Rhône, c'est travailler peut-être une valeur climatique large, c'est faire une armature verte plantée à l'échelle d'un territoire sur 160 km qui aura un impact climatique et un réseau de fraîcheur très intéressant. En tout cas, il faut commencer à se protéger dans ce territoire qui va se réchauffer énormément, qui est le Valais suisse. Et pour revenir à notre sujet ici, eh bien, on se dit que cette question de l'ouverture du Rhône et de le rendre plus naturel et peut-être d'arrêter les barrages même va arriver sans doute, arrivera peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans ici. Un moment où l'industrie ne sera plus du tout la même, où les terrains auront été libérés, mais peut-être pas vendus et occupés par un paysage productif, peut-être, qui aura permis ça ou ça. En tout cas, on ne sait pas, mais on essaie de donner les outils pour répondre à telle ou telle opportunité. On peut prendre un scénario. La raffinerie de Feyzin ferme. Bien sûr, ils ne vendront pas les terrains tout de suite parce qu'il faudrait qu'ils dépolluent. Donc, on imagine qu'ils vont s'en servir comme stockage, mais il y aura beaucoup de surface qui ne sera pas utilisée. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce terrain-là en attendant? Est-ce qu'on fait du paysage productif sur 100 hectares de biomasse? Pourquoi pas? Est-ce qu'on en fait une grande réserve? Est-ce qu'on dépollue par phytoextraction? Est-ce qu'on fait de la production hors sol agricole sur des terrains? Voilà, tout est ouvert. Et comment on prépare les terrains et sans doute une renaturation plus large du Rhône en prenant la moitié de la surface qui sera redonnée au libre cours parce que les inondations seront beaucoup plus importantes, beaucoup plus, on va dire, épisodiques comme un régime méditerranéen, plus destructif, entre 2050 et 2100. Et il faut se préparer à ça. Est-ce que tu peux juste rappeler le projet de la vallée du Rhône, son nom, j'ai oublié. Ça s'appelle le projet de la 3e correction du Rhône. Il y a eu 2 corrections. La première, c'était une correction par rapport au danger des crues. La deuxième, c'était une correction aussi par rapport au danger. C'est-à-dire, ils ont fait des digues, mais aussi pour protéger l'économie. Et cette 3e est une correction qui est à la fois, et bien sûr, de sécurité, et à la fois économique, bien sûr, pour protéger, mais aussi écologique, en ramenant des processus naturels de dépôt, ce qu'on n'a pas du tout dans ces rivières-là, des processus naturels de dépôt qui permettent de remettre un système vivant et de reconnecter au système vivant qu'on a dans les montagnes autour. Et nous, on se saisit de cette dynamique pour se dire, est-ce que là, il n'y a pas les conditions de parcours acclimaté de grande qualité et de faire une vraie infrastructure de fraîcheur pour acclimater notamment la vallée et avoir un effet sur les productions agricoles autour qui vont être desséchées et ainsi de suite. Ben, je pense que ce sera l'occasion d'une future conférence projet urbain dans les années à venir. Et je fais le parallèle pour les étudiants, c'est le projet Room for the River qui a été mené sur le Rhin et la Meuse en Hollande dans les mêmes optiques. Alors une toute dernière question parce que on arrive presque à 20 heures. Tu avais parlé de la fabrique des communs industriels et j'aimerais revenir peut-être aux aspects industriels. On a beaucoup parlé des aspects paysage et écologie. Où justement il y avait des entreprises qui pourraient être servantes et au service de grandes entreprises des zones chimiques. Comment ça s'est passé cet appel des 30 heures? Je veux dire, est-ce que les industriels locaux ont répondu favorablement? Est-ce qu'il a fallu l'appeler chercher à la baguette? Comment est-ce que tous les rouages se sont mis? Et finalement, qui a pris la main? Est-ce que c'est une institution spécifique ou est-ce que c'est vous en tant que bureau d'études qui avez lancé les choses? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Et voilà pourquoi je te dis ça. Parce que ça nous concerne vraiment au premier chef. Chez nous, que ce soit dans la vallée de la Meuse ou de la Sambre, ce genre de réflexion-là. Si tu pouvais nous en dire un peu plus à ce sujet, ce serait très gentil. Oui, carrément. Alors, effectivement, ça pourrait presque être un sujet d'une autre conférence, parce que c'est un sujet assez compliqué et assez à grande ramification. Et c'est vrai que mes co-traitants spécialistes dans toute cette économie pourraient encore mieux en parler, mais peut-être pour faire simple, c'est une idée qui a été montée par la mission Vallée de la Chimie, donc par la métropole, qui a eu cette idée pour faire tout de suite un effet, une annonce, et avait été négociée
enfin, ils étaient allés voir chaque industriel pour voir quelle était leur disponibilité, notamment de terrain dont ils ne se servaient pas, et est-ce que ça les intéressait de faire une colocation quelque part sur ces terrains, parce que ça pouvait leur amener des éléments. Donc l'appel a été monté comme ça, c'est-à-dire pouvaient y répondre des projets, même très très diversifiés, mais qui savaient justifier un intérêt X ou Y d'échange ou de valorisation en clean tech avec les industries. Un RIE, un restaurant d'entreprise, pouvait presque rentrer, si le modèle économique était bon, pouvait presque rentrer dans cet élément. Donc c'est pour ça que l'appel a été très large. Alors il y a eu la première année, il y a eu 3 appels à projets tous les 2 ans, en 6 ans. La première année, il y a eu beaucoup d'ensembliers immobiliers qui ont répondu, bien sûr, en cherchant de l'opportunité, mais en omettant un petit peu qu'on était dans des PPRT et qu'il y avait des problèmes de surpression très forts et que ça allait leur coûter 4 fois le prix d'un bâtiment classique s'ils le construisaient au nord de Lyon. Donc, ça a un peu éliminé une partie des personnes, mais ça a quand même permis d'aller chercher des startups ou des démonstrateurs ou des émanations d'industries qui pouvaient se grouper ensemble. Alors, on n'a pas tout suivi parce que c'est suivi au sein de la mission par des spécialistes de l'écologie industrielle. Il y a une personne qui est dédiée à ça. Mais en tout cas, ça a plutôt bien marché pour rassembler des personnes qui finalement ne connaissent pas tant que ça. Et nous, ça a d'autant plus marché, même si j'en ai énormément parlé, mais sur le paysage. C'est-à-dire, ces gens existent, Valtera, c'est pas ça, mais ne se connaissent pas, ne se rencontrent pas. Et nous, notre travail, et comme ça a été le travail de la mission, c'est d'orchestrer cette rencontre, d'orchestrer l'opportunité de dire, ben, un tel répond, et là, il y en a un autre, ben, regardez, vous faites un peu la même chose. Est-ce que vous n'êtes pas complémentaires? OK, on organise une visite, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de choses qui se sont développées autour de ça, finalement, et notamment dans le paysage. Donc, c'est une manière très simple, finalement. Ça a été intéressant. Et ensuite, on a regardé le projet face au site. Et eux avaient pressenti certains sites parce qu'ils étaient catalogués, ils pouvaient choisir, mais ils ne connaissaient pas vraiment les opportunités et ainsi de suite. Et nous, notre travail d'accompagnement, d'AMO sur le plan guide, ça a été de leur faire des faisabilités possibles en disant, bah oui, vous, pour vous, là, vous pouvez, non, ça c'est trop petit, vous avez besoin de beaucoup de camions qui rentrent, ok, bon, il y a une desserte comme ça. Donc, des systèmes un peu de faisabilité pour leur faciliter un atterrissage, on va dire, économique, et un atterrissage notamment de dessin, presque avec une faisabilité d'implantation de leur projet. Et puis, la métropole, elle, a facilité parfois l'atterrissage financier sur les terrains, avec des loyers très, très modérés sur des terrains que personne ne regardait, ce qui permettait d'avoir une équation économique intéressante. Donc, c'est tout ce système qui a été mis en place et qui a plutôt bien marché pour le paysage productif. Ça a permis de développer ça, mais c'était long, qui a bien marché pour d'autres éléments, mais peut-être il y a eu moins d'assemblages surprenants. Voilà. Mais je pense que c'est des expériences qu'il faut continuer à faire parce que c'est difficile de capter les gens, notamment dans la communication. Quand on lance l'appel des 30, quel est le bon réseau pour aller capter les bonnes personnes? Et peut-être que certains n'ont pas été captés parce qu'ils étaient en Allemagne, en Belgique, et ils auraient été intéressés pour venir à cet endroit-là. Très bien, écoute, merci Bertrand pour cette conférence excessivement fructueuse et fertile et fertilisante en termes d'esprit. Je vais rebondir sur ce que tu as dit sur les notions d'écosystème, où tu nous as montré les nombreuses articulations entre les différents écosystèmes, que ce soit écosystème industriel, la dernière parole que l'on vient d'avoir, et les différents écosystèmes sol ou même nature et paysagers. Et je rebondis là-dessus pour faire pour l'annonce de la prochaine conférence qui aura lieu le 28 avril, où nous recevrons le paysagiste et urbaniste Olivier Philippe de l'Agence Terre pour nous parler de 2 sites spécifiques, à la ZAC des Groux à Nanterre et le Bois Habité de Lille, où justement il viendra expliquer
toujours dans la même philosophie que l'on a développée, comment on peut s'appuyer sur la nature ou le paysage pour venir intervenir dans des situations très difficiles. Vous verrez le bois habité, comment ils sont venus se mettre dans des interstices, comment ils sont de l'île, différents éléments de transport, route, voie ferroviaire et ainsi de suite, et comment aussi au niveau de la ZAC des Groux, ils ont pu faire un travail sur le sol là-dessus. Donc voilà, on continue le cycle des conférences projet urbain. Encore un tout grand merci à toi, Bertrand, pour la qualité de ta De rien. conférence. Je reçois pas mal de SMS allant dans ce sens-là. Merci à tous ceux qui nous ont Merci à écoutés tous. et la conférence sera prochainement en replay sur la chaîne YouTube de Jacques Teller après les vacances de Pâques. Un grand merci à toutes et tous. Merci. À bientôt et bonne soirée.